Avec la capitulation de Vicksburg, Grant, à la tête de l'armée fédérale du Tennessee, a remporté une victoire totale. Par contre, celle de son collègue George Meade, commandant l'armée du Potomac à Gettysburg, est restée incomplète. Lincoln est terriblement frustré qu'il ait manqué l'occasion de poursuivre Lee et d'écraser dans la foulée l'armée de Virginie. D'autant qu'au départ, celle-ci se trouve en bien fâcheuse posture. Un raid de la cavalerie de l'Union a détruit le ponton sur le Potomac à Williamsport et acculé à un torrent furieux, les Confédérés s'attendent à tout instant à être attaqués. Mais le temps pluvieux et l'avance de 2 jours des sudistes amènent Meade à marquer un temps d'arrêt. Impatient et déçu, le président voit s'évanouir l'occasion d'anéantir l'armée de Lee pendant que les Confédérés traversent le Potomac et se replient dans la vallée de la Shenandoah. Et à part une vague de charges de cavalerie début août, près de Brandy Station, le théâtre de Virginie restera calme tout l'été. Les opérations se déplaçant vers le sud et l'ouest, les armées ennemies de Virginie peuvent ainsi se rééquiper et se préparer. Et leurs rangs vont se dégarnir à mesure que les renforts sont envoyés ailleurs. Meade commence à chercher un moyen de contourner le flanc de Lee et de repousser le front plus avant vers le sud, dans la région de Piedmont. Mais la situation au centre du Tennessee préoccupe Lincoln au moins autant que l'incapacité de Meade à agir. N'ayant pas su avancer de concert avec Grant et Hooker au printemps, Rosecrans a anéanti l'espoir de Lincoln d'une attaque coordonnée sur 3 fronts. Mais quand celui-ci fait enfin mouvement le 23 juin, il est fidèle à lui-même, rapide et décisif. L'avance des fédéraux était menée par une brigade de cavalerie commandée par le colonel John Wilder. Grâce à une longue préparation et une exécution rapide, Rosecrans mène ses 4 corps d'infanterie et son corps de cavalerie à travers 3 cols montagneux pour aboutir sur les 2 flancs de son adversaire Braxton Bragg. Puis, continuant vers l'est, il contourne le flanc droit de Bragg, tandis qu'en avant-garde, la brigade de Wilder menace la voie de ravitaillement ferroviaire menant à Chattanooga. Inquiet, Bragg traverse le Tennessee et se replie sur Chattanooga, la porte de la Géorgie, presque sans combat. Mais malheureusement pour Rosecrans, à Washington, ce succès remporté avec peu d'effusion de sang passe presque inaperçu tellement les bonnes nouvelles affluent. Le gouvernement lui ordonne immédiatement de continuer sur Chattanooga, tandis que sur son flanc gauche, la nouvelle armée de l'Ohio, de la région de Bluegrass, dans le Kentucky, commandée par le général Ambrose Burnside, part à l'assaut de Knoxville. S'il aboutit, ce plan chassera les sudistes hors de l'est du Tennessee. Mais Rosecrans choisit de prendre un temps de préparation avant de lancer son offensive. Pendant ce temps, Burnside poursuit la cavalerie du général de brigade John Hunt Morgan. La fuite des cavaliers sudistes à travers le Kentucky, l'Indiana et l'Ohio dure 26 jours. Finalement, ceux qui n'ont pas été tués sont capturés à l'est de l'Ohio le 26 juillet. Rosecrans doit donc trouver le moyen de faire avancer l'armée du Cumberland sur Bragg et de prendre Chattanooga. Pour ce faire, il décide une fois encore de diviser ses troupes dans l'espoir de piéger Bragg et d'obliger ce grand inquiet à se replier sans livrer bataille. Son plan s'avère efficace. En faisant avancer une partie de ses troupes dans les montagnes à l'ouest de Chattanooga, il parvient à abuser Bragg. Et pour le tromper, il envoie un corps d'armée menacé de traverser le fleuve au nord de la ville. La ruse marche. Le 7 septembre, Bragg est obligé d'évacuer Chattanooga sans combat pour protéger la voie ferrée acheminant son ravitaillement depuis Atlanta. À la fin de l'été 1863, la campagne de l'Union visant à frapper la Confédération en plein cœur retient ainsi toute l'attention des 2 gouvernements. Et des renforts affluent de partout vers Chattanooga. Bragg forme 4 corps d'armée commandés par Polk, Hill, William Walker et Buckner, rappelés de Knoxville à la suite de l'offensive de Burnside. Et il n'attend plus que le fleuron de cette armée considérablement renforcée, le général James Longstreet et ses divisions de l'armée de la Virginie septentrionale. Le 9 septembre, le corps d'armée de Longstreet, auquel ne manque que la division de Pickett, entame un voyage de chemin de fer de 1500 km vers le nord-ouest de la Géorgie.
À l'origine, les troupes de Longstreet devaient faire le trajet direct de Piedmont vers l'est du Tennessee. Mais en prenant Knoxville le 2 septembre, les fédéraux ont rendu impraticable la seule connexion ferroviaire directe de la Virginie vers l'ouest. Pendant ce temps, sûr de lui, Rosecrans programme sa prochaine action. Malgré les recommandations du commandant George Thomas de s'arrêter pour regrouper les troupes et fortifier Chattanooga, Rosecrans prévoit déjà de détruire l'armée de Bragg avant que celle-ci n'atteigne Atlanta ou Rome en Géorgie. D'autant que des rapports de déserteurs et de civils le renforcent dans sa conviction que l'armée de Bragg est en pleine débandade. Or, c'est celui-ci qui a entrepris de tromper son adversaire. Ce sont de faux déserteurs qui ont été envoyés aux fédéraux et de fausses rumeurs qui ont été répandues parmi les civils. Les forces de Rosecrans sont éparpillées sur un front de 60 km lorsqu'il attaque une armée qu'il croit complètement démoralisée. Et Rosecrans donne volontiers dans le piège. Il envoie les corps d'armée de Thomas et McCook au sud-est sur Lookout Mountain. Celui de Thomas se dirige droit vers le piège de Bragg à Metmor's Cove. Mais les instructions confuses ainsi que l'indécision ou l'obstination de certains subordonnés de Bragg retardent l'attaque contre Thomas. Et le général nordiste, en soldat aguerri, ainsi que le commandant de sa division principale, James Negley, flairent la ruse et se replient le 11 septembre. Le lendemain, une deuxième attaque, cette fois contre Crittenden, échoue elle aussi à cause de l'hésitation de l'éternel ennemi de Bragg, le général évêque Leonidas Polk. Rosecrans comprend alors que son armée est trop dispersée et qu'il risque de voir ses colonnes submergées par une armée confédérée pas si démoralisée que cela, et plus du tout en fuite. Il s'efforce alors de regrouper ses troupes à marche forcée sur la position de Crittenden à Lee and Gordon's Mill. Le 18 septembre, son armée forme une ligne orientée nord-est-sud-ouest avec sur ses arrières Missionary Ridge et devant elle un torrent que les Cherokees ont baptisé Chickamauga, la rivière de la mort. Ce même jour, Bragg espère contourner le flanc gauche de l'Union, mais en raison de l'inertie habituelle de ses subordonnés quand il s'agit de déplacer leurs troupes, l'armée confédérée n'atteint sa position d'attaque que peu avant la nuit. Cette attitude désinvolte surprend les soldats de la division John Bell, du corps d'armée de Longstreet, habitués à l'exécution rapide des ordres de Lee. La cavalerie fédérale, avec ses carabines à répétition, contribue elle aussi à l'exaspération des confédérés. Ils ont perdu une journée. Le 19 septembre, par un matin froid et sec, Bragg s'apprête à lancer son attaque quand il a la surprise d'apprendre que l'armée de Rosecrans n'est pas là où il l'avait supposé. Pendant la nuit, Rosecrans a une fois de plus resserré les extrémités de ses lignes. Le corps d'armée de George Thomas se trouve à présent sur l'extrémité nord du flanc gauche. Celui-ci se lance à l'attaque des forces de Walker, croyant cette partie de la ligne confédérée vulnérable. Mais l'infanterie sudiste riposte et repousse les Yankees. La communication entre Thomas et Rosecrans est excellente. Et celui-ci envoie des hommes d'autres corps d'armée en renfort pour endiguer la marée confédérée qui s'est abattue sur le 14e corps d'armée fédéral. Tout au long de la journée, depuis son quartier général situé sur une colline derrière le centre de son armée, Rosecrans esquive et pare les assauts de Bragg sur diverses parties de la ligne fédérale. À la fin de la journée, les tirs cessent et l'armée du Cumberland, sanglante mais invaincue, conserve ses positions. Bragg prévoit une autre attaque pour le lendemain, un dimanche. Longstreet, arrivé en personne avec 2 brigades supplémentaires, reçoit le commandement de l'aile gauche. Le subordonné immédiat de Bragg, Polk, dirige l'aile droite. Paradoxalement, Bragg donne l'initiative de l'attaque à Polk, traditionnellement en retard. Il l'est aussi cette fois, mettant tout le plan d'attaque en danger. Bragg ordonne alors à Longstreet d'attaquer le centre indépendamment. Un flottement dans les positions des troupes fédérales dans la forêt crée une brèche dans laquelle les fougueux vétérans de Longstreet s'engouffrent aussitôt. Ils traversent les rangs de 4 brigades de Crittenden et McCook qui se replient en désordre avec leurs troupes.
Rosecrans et son état-major, dont le quartier général est envahi, doivent eux aussi s'enfuir, tandis que Longstreet envoie brigade sur brigade dans la faille créée par les fédéraux en déroute. Pendant ce temps, George Thomas maintient ses positions sur le flanc gauche. Il s'est solidement retranché sur une hauteur, Snodgrass Hill. De sa propre initiative, Gordon Granger, commandant la division de réserve de l'Union, avance avec ses hommes pour soutenir Thomas. Et au prix d'un fait d'armes qui lui vaudra le surnom de Roc de la Chickamauga, Thomas et ses hommes parviennent à contenir les assauts répétés de l'infanterie de Longstreet. Refusant de céder sous la poussée, Thomas opte au contraire pour une retraite ordonnée après la tombée de la nuit afin de rejoindre la partie de l'armée du Cumberland qui a fui plus tôt dans la journée. Bien que cette bataille sanglante, la plus meurtrière des batailles de l'Ouest, gonfle l'orgueil des sudistes, Bragg lui-même est horrifié par ses propres pertes. 20 000 hommes tués, blessés ou portés disparus. Certes, il ne refuse pas cette victoire, mais en dépit des supplications de Longstreet et Forrest, c'est avec une extrême lenteur qu'il poursuit ses adversaires. Les sudistes avancent sur Lookout Mountain et la crête de Missionary Ridge, encerclant l'armée de Rosecrans à l'ouest, au sud et à l'est. À part un chemin tortueux, à 100 km de la voie ferrée de Stevenson dans l'Alabama, l'armée du Cumberland est isolée. Agacé par ce soudain revers de fortune dans le Tennessee, Lincoln cherche à y résoudre les problèmes de commandement. La solution, c'est Grant, à qui il confie le commandement de toute la région en créant la division du Mississippi. Son quartier général sera sur le terrain, ce qui, dans le contexte, signifie Chattanooga. Sherman a certes déjà été envoyé vers la ville assiégée afin de reconstruire les voies ferrées en chemin, mais Stanton envoie malgré tout 2 corps d'armée du Potomac sous les ordres du général Joseph Hooker pour soutenir l'armée du Cumberland. Et Grant est autorisé à remplacer Rosecrans par Thomas à la tête de l'armée du Cumberland. Tandis que les fédéraux assiégés attendent désespérément d'être libérés de la pression de l'infanterie, de l'artillerie et de la cavalerie de Bragg, les principaux subordonnés de Bragg aspirent à se débarrasser de lui. Forrest refuse de servir plus longtemps sous les ordres de Bragg et part prendre un commandement au nord-est du Mississippi. Jefferson Davis arrive au quartier général de Bragg début octobre afin de résoudre le conflit. Longstreet décline la proposition de Davis de reprendre le poste, préférant rester l'un des lieutenants de Lee. Ne voyant pas d'autres candidats à la hauteur de l'emploi, Davis maintient Bragg à son poste par défaut. Début novembre, Longstreet est envoyé au nord pour empêcher les fédéraux d'ouvrir une ligne de ravitaillement vers Chattanooga, et dans la foulée pour essayer de reprendre Knoxville. Grant arrive à Chattanooga le 23 octobre et immédiatement les événements se précipitent. L'armée de Hooker brise l'étau confédéré sur Chattanooga avec l'aide du corps d'armée de Thomas, refoulant les sudistes vers l'ouest. Un axe de ravitaillement est ouvert le long du Mississippi, baptisé la ligne Biscuit par les soldats heureux mais affamés de l'armée du Cumberland. À la mi-novembre, Sherman arrive à son tour dans la zone de Chattanooga avec ses 17 000 hommes, portant les effectifs fédéraux à plus de 70 000. Grant saisit cette occasion pour briser l'encerclement avec l'appui des forces à l'extérieur de la ville. L'armée du Cumberland avance très habilement et prend 2 avant-postes confédérés sur des buttes à l'ouest de la crête de Missionary Ridge. Puis Grant envoie Sherman au nord pour attaquer le flanc droit de Bragg sur Missionary Ridge. Au sud-ouest, Hooker est chargé de prendre Lookout Mountain, puis d'avancer jusqu'à la crête de Missionary Ridge à Rossville Gap. Le 24 novembre, les 3 divisions de Hooker escaladent la pente abrupte du versant ouest de Lookout Mountain. Le brouillard et la brume qui règnent tout au long de la journée vaudront à cet épisode le nom de « bataille au-dessus des nuages ». Ce succès des forces de Hooker, qui ont réussi à déloger les confédérés de Lookout Mountain, ravive la détermination des fédéraux.
Sherman traverse le Tennessee et s'établit à l'extrémité nord de Missionary Ridge, pendant que l'armée de Thomas reste près de la ville pour menacer le centre des Confédérés. Mais le plan de Grant ne prévoit pas de l'utiliser si l'assaut par les flancs réussit. Au matin du 25 novembre, le drapeau américain flotte au-dessus de Lookout Mountain. Sherman avance vers le sud, mais est repoussé par la division de Patrick Cleburne qui garde le flanc droit de Bragg. Grant demande alors à Thomas d'avancer sur le centre afin d'éviter que l'arrivée de renforts accroisse encore les difficultés de Sherman sur le flanc droit des sudistes. À 16 heures, l'armée du Cumberland avance sur les tranchées confédérées au pied de Missionary Ridge. Elle submerge la première ligne de tranchées avec une ardeur contagieuse et se lance à l'assaut de la crête, rappelant la charge de Pickett et Pettigrew à Gettysburg, même si le terrain est ici bien plus accidenté. Par régiments entiers, les hommes se ruent vers le sommet en criant « Chickamauga, Chickamauga !» Troublés par des ordres contradictoires, les sudistes se replient dans un désordre qui n'est pas sans rappeler la retraite yankee près de la rivière de la mort. L'artillerie rebelle, mal placée, ne peut faire feu sur les fédéraux sans atteindre ses propres forces. Et Grant et Thomas observent médusés la fougueuse armée du Cumberland prendre la crête. La poursuite continue jusqu'au sommet de la crête et bientôt les tuniques bleues enjambent les positions des Confédérés à plusieurs endroits devant les divisions de Sheridan et de Wood. La retraite des Confédérés est précipitée et leur panique si grande que Bragg et ses officiers perdent tout contrôle sur leurs hommes. Beaucoup sont capturés et des milliers jettent leurs armes au cours de leur fuite. Cette nuit-là, Sherman et Hooker unissent leurs forces avec celles de Thomas et poussent l'armée de Bragg vers la Géorgie. Face à un tel désastre, Bragg ne tarde pas à présenter sa démission. Quand en octobre 1863, le président Abraham Lincoln a fait du dernier jeudi de novembre le premier jour de Thanksgiving, il ne se doutait pas de l'ampleur des victoires militaires dont ce jour de fête et de prière allait être la célébration. Ulysses Grant, appelé dans l'est du Tennessee pour transformer le chaos de Chattanooga en victoire, va bientôt pousser plus avant vers l'est, vers d'autres exploits. Mais les sudistes n'abandonnent pas la partie et il faudra encore 5 mois avant que Grant et Sherman puissent entreprendre l'opération meurtrière qui mettra fin à la guerre. Entre-temps, le Nord ne pourra que tenter sans grand succès de rogner sur le territoire d'une confédération certes diminuée mais toujours fière. En décembre 1863, le général James Longstreet et ses soldats installent leur campement d'hiver dans les montagnes du nord-est du Tennessee. Et au printemps, ils regagnent la Virginie. Leur avancée sur Knoxville a été une erreur, qui, au dire de Grant et de bien d'autres, ont valu au sud la perte de Chattanooga. La campagne de Knoxville, culminant avec l'assaut du 29 novembre contre les défenses bien préparées de Burnside à Fort Sanders, ont coûté à Longstreet plus d'1 millier d'hommes. Le repli de celui-ci, ainsi que le retour de la division du général Patrick Cleburne au sein de l'armée de Bragg à Ringgold Gap, après que le talentueux Irlandais eut tenu en échec les forces de Joseph Butler, lancées à sa poursuite, marque la fin des combats pour cette année-là, sur ce théâtre tant convoité. Bragg remet son commandement au général William Hardy, qui dirigera l'armée du Tennessee jusqu'à la nomination d'un nouveau chef. Sherman, envoyé à la rescousse de Burnside à Knoxville, rebrousse chemin après le départ de Longstreet et rejoint Grant à son nouveau quartier général de Nashville pour discuter des stratégies futures. À l'est, George Gordon Meade a testé la ligne de Lee, cherchant un moyen de contourner son flanc. À la mi-octobre, les fédéraux sont surpris par l'avancée de Lee qui croyait les forces de Meade affaiblies par le départ pour le Tennessee des corps d'armée de Howard et de Henry Slocum. Lee s'efforce de glisser 2 corps d'armée entre l'armée du Potomac et Washington. Bien qu'en plus grand nombre que les Confédérés, les forces de l'Union reculent sur Washington après de lourds accrochages avec les corps d'armée de Richard Ewell et d'A.P. Hill. Mais le 14 octobre, Hill, mal informé, envoie 2 brigades au milieu de feux croisés à Bristow Station.
La retraite de Hill permet aux fédéraux d'occuper une position forte à l'est du Bull Run, près du champ de bataille de Manassas. Ainsi, dès le 17 octobre, Meade a retourné la situation en sa faveur. Les sudistes se retirent au sud du Rappahannock pendant que la cavalerie de Jeb Stuart sonne la retraite. Et cette campagne s'achève avec la défaite près de Buckland Mills d'une des brigades de cavalerie du général Judson Kilpatrick contre les hommes de Stewart. 2 semaines plus tard, après avoir tenté en vain d'obtenir de Washington un mouvement vers Fredericksburg, Meade lance une attaque surprise contre les forces sudistes à Kelly's Ford et Rappahannock Bridges, forçant à nouveau Lee à se replier au sud de la rivière Rapidan. Mais à part d'incessantes charges de cavalerie, une seule autre action majeure a lieu dans les montagnes de Piedmont, en Virginie, en cette fin de 1863. Voyant le flanc droit de Lee affaibli, Meade envoie des troupes de l'autre côté de la Rapidan. Mais les généraux William French et George Sykes, progressant trop lentement, laissent aux Confédérés le temps d'établir une solide position défensive derrière Mine Run. Sagement, Meade annule alors la campagne pour éviter des pertes inutiles et les 2 armées s'installent dans leur camp d'hiver. À l'autre extrémité du territoire de la Confédération, le général Nathaniel Banks éprouve la patience du général en chef Henry Halleck à Washington. Fin octobre, il lance une invasion de la pointe sud du Texas à Brazos-Santiago, près de Brownsville. Le motif politique de cette action est la nécessité d'établir une présence le long du Rio Grande afin de contrer toute velléité d'expansion vers le nord du gouvernement fantoche de l'empereur Maximilien, récemment établi au Mexique par les Français. Mais l'échec d'une première tentative en septembre 1863 au col de Sabine ne convainc guère Halleck. Et les maigres effectifs de Banks restent en attente sur la côte sud du Texas, Halleck refusant d'envoyer des renforts. Banks envoie aussi un corps d'armée commandé par le général William Franklin en Louisiane, lequel est repoussé le 3 novembre à Grand Coteau par l'infatigable Richard Taylor. La campagne du Texas est mise en attente jusqu'à ce que les fleuves soient assez profonds pour permettre le passage de cuirassés et de navires à travers le centre de la Louisiane. À Charleston, le général nordiste Quincy Gilmore a été horrifié par le carnage qu'a entraîné le refoulement des assauts fédéraux sur Fort Wagner. Il choisit donc de poursuivre en assiégeant Morris Island. Avant la fin de juillet 1863, il entame une série d'approches en zigzag sur la flèche sablonneuse de Morris Island. C'est alors que Gilmore fit une découverte. Même devant Fort Wagner, son artillerie pouvait atteindre le mur de Fort Sumter. Il se mit alors à installer des batteries lourdes pour mitrailler le fort malgré le fait qu'il ne pouvait passer l'obstacle de Fort Wagner. Et ces bombardements s'avérèrent si efficaces que vers la fin août, il avait fait taire tous les canons du fort, ce qui était son but initial. Mais malheureusement, cela ne lui permettait toujours pas d'entrer dans le port de Charleston. La difficulté était que les francs-tireurs confédérés, demeurés dans le fort Sumter en ruine, pouvaient encore faire feu sur la barricade dans le canal. Et les tentatives des navires de l'Union d'enlever cette barricade présentaient le double danger d'être exposés à la fois à ce feu et à celui de Fort Moultrie. Il était donc clair qu'il faudrait non seulement mettre hors d'état de nuire les batteries de Fort Sumter, mais aussi occuper le fort lui-même. La seule solution semblait être de le prendre par un assaut amphibie. Plusieurs actions furent donc lancées, de jour comme de nuit, pour prendre ce fort. Mais à chaque fois, la garnison confédérée qui l'occupait parvint à repousser les assaillants. Et finalement, l'Union découragée renonça à ce projet. Malgré le pilonnage constant de l'armée de terre et des cuirassés sur Fort Sumter ainsi que d'autres positions, le siège de Charleston s'éternise. À l'approche de Noël, qui sera moins joyeux dans le sud où défaites et privations éprouvent ceux du front comme ceux qui les attendent à la maison, les 2 présidents peaufinent leur discours de fin d'année. Jefferson Davis affiche sa confiance face à une situation difficile, persuadé que l'esprit sudiste qui a surmonté tant d'autres adversités fera triompher la cause. Abraham Lincoln, se tournant vers l'avenir, intègre à son discours une proclamation offrant aux sudistes l'amnistie et un plan de reconstruction s'ils acceptent certaines conditions.
Cette proclamation est critiquée au nord comme au sud. Mais elle servira malgré tout de fondement politique à plusieurs autres incursions manquées dans le territoire de la Confédération. À Charleston, la routine du siège provoque des deux côtés ennui et frustration. Seul événement marquant, l'éperonnage en février 1864 du navire USS Lusitanic par le CSS Hunley, l'un des tout premiers sous-marins et le premier à couler un navire de guerre. Le Hunley disparaît lui aussi, entraîné au fond par sa victime. Alors, quand le secrétaire privé de Lincoln, John Hay, soumet au général Quincy Gilmore un projet d'invasion du nord-est de la Floride, celui-ci bondit sur l'occasion. Il confie le commandement de ses forces terrestres à Truman Seymour et début février 1864, rejoint la côte est de Floride en compagnie des troupes de John Hay. Les fédéraux prennent le contrôle de Saint-Augustine et dès le 7 février, Jacksonville, prise et abandonnée à 2 reprises, est à nouveau occupée. Et Hay entreprend de faire prêter serment d'allégeance aux citoyens de la ville. Gilmore veut avancer immédiatement vers le centre des terres en direction de Lake City, mais le ravitaillement des troupes sur le terrain mou et sablonneux pose problème. Et Gilmore retourne à Charleston en quête d'une locomotive afin d'amener le ravitaillement par la voie ferrée à l'ouest de Jacksonville. Il ordonne à Seymour de prendre des positions défensives à Baldwin, un nœud ferroviaire important. Seymour, qui s'est battu à Fort Sumter lorsque les premiers coups de feu y ont été tirés et s'est distingué par la suite au cours de nombreuses autres actions, aspire à une gloire que celles-ci ne lui ont pas apportée. Ignorant l'ordre de Gilmore de ne pas poursuivre son avancée, il emmène les troupes qu'on lui a confiées, une division composée de conscrits et de régiments noirs, sur une route étroite en direction de Lake City. Et au matin du 20 février, ces hommes tombent dans le piège tendu par l'armée sudiste à Ocean Pond, près de Olustee. Les fédéraux sont mis en déroute et la marche de retour vers Jacksonville est particulièrement pénible, surtout pour les blessés. La défaite de Olustee décourage les fédéraux et le sentiment d'une occasion politique en Floride se dissipe brutalement. Plus près de chez lui, un autre général nordiste opportuniste voit dans le souhait de Lincoln de réaliser son programme d'amnistie et de reconstruction une occasion d'accéder à la gloire. Le général Judson Kilpatrick, surnommé ironiquement Kill Cavalry pour ses exploits à Hanover, Gettysburg, Buckland et ailleurs, prend de vitesse Meade et d'autres généraux pour soumettre à Lincoln sa proposition d'une charge massive de cavalerie sur Richmond. Il promet au président d'écraser les faibles troupes gardant le Capitole confédéré, de libérer les prisonniers de l'union des 2 prisons militaires de la ville et de faire une frayeur au général Lee. De plus, ces hommes distribueront en chemin des tracts pour faire connaître la proposition d'amnistie du président. Kilpatrick obtient ainsi 3600 hommes et comme principal adjoint une figure bien connue de Washington, le colonel Ulrich Dahlgren, 21 ans, fils aventureux de l'amiral du même nom, qui dirigera une des colonnes. Le 28 février, la cavalerie traverse furtivement la Rapadane et parvient à la capitale sudiste sans être inquiétée. Au début, l'assaut de Kilpatrick est couvert par celui lancé sur Charlottesville par un autre audacieux, le général Custer, ainsi que par les manœuvres du 6e corps d'infanterie. Arrivé près de Spotsylvania, Kilpatrick envoie les forces de Dahlgren approcher Richmond par l'ouest, tandis que ses propres hommes attaqueront par le nord. Il espère que ces hommes retiendront l'attention des garnisons de la ville pendant que Dahlgren libérera les prisonniers fédéraux des prisons de Belle-Île et Libye. Mais lorsque Kilpatrick arrive devant Richmond le 1er mars, il se heurte aux gardes volontaires soutenus par quelques corps d'armée. De plus, il ne parvient pas à obtenir de réponse à ces signaux de fusées lumineuses à l'intention de Dahlgren. Après une journée de combat, il se retire vers l'est, évitant une charge de cavalerie qui le menaçait du nord sous le commandement du général Wade Hampton. Quelques jours plus tard, une partie des troupes de Dahlgren rejoignent celles de Kilpatrick. Elles n'ont pas pu traverser la James River en crue et en tournant vers Richmond, les forces de Dahlgren se sont retrouvées séparées. Le 2 mars, Dahlgren est tué dans une embuscade.
Des deux côtés, on dénonce des atrocités commises par l'ennemi. Des papiers soi-disant trouvés sur le corps de Dahlgren révèlent un projet d'assassinat de Davis et d'autres chefs sudistes. Des accusations que Washington rejette catégoriquement. L'assaut manqué se transforme ainsi en arme de propagande pour les Confédérés. Une autre mise à l'épreuve, plus réussie, celle-là du plan de reconstruction de Lincoln, va se dérouler à l'ouest, où Banks va contribuer à la mise en place d'un nouveau gouvernement en Louisiane. De même, une grande partie de l'Arkansas ainsi qu'une partie de la côte du Texas étant aux mains des fédéraux, des gouvernements unionistes vont être là installés. Mais dans le Mississippi, c'est d'abord une politique de destruction qui est appliquée. Le général William Sherman s'inquiète en effet d'une activité confédérée croissante dans le Mississippi, malgré la présence des fédéraux depuis la capitulation de Vicksburg en juillet 1863 et les campagnes qui ont suivi contre Jackson à Yazoo City. Sherman demande et obtient la permission d'avancer vers l'est de Vicksburg afin de décourager les attaques qui commencent à perturber le commerce sur le Mississippi et à solliciter les enclaves des garnisons fédérales à Vicksburg et Natchez. Le 3 février, Sherman et ses 20 000 hommes s'ébranlent vers l'est sur la route chèrement conquise lors de l'assaut victorieux de Vicksburg. En même temps, une puissante colonne de cavalerie s'apprête à quitter Memphis, conduite par le général William Smith. Les hommes de Sherman ne rencontrent que peu de résistance en traversant Jackson et la malheureuse ancienne capitale est incendiée une troisième fois. Les forces confédérées de cette région, à présent sous les ordres du général Polk, se replient rapidement vers et au-delà de Meridian, précédant l'avance de Sherman. Les troupes fédérales poursuivent leur chemin destructeur vers Meridian qu'elles atteignent le 14 février. Et tandis que ces hommes arrachent les voies ferrées, Sherman attend là que Smith vienne le rejoindre. Il s'attendait à voir la cavalerie arriver à Meridian avant ses deux corps d'armée, mais il attendra en vain. Smith était conscient de l'accroissement des forces de cavalerie sudistes commandées par Nathan Bedford Forrest au cœur du Mississippi. Il a donc prudemment suivi la voie ferrée de Mobile et d'Ohio. Et près de West Point, il a eu vent d'un piège tendu par la cavalerie du Tennessee et a décidé de faire demi-tour. Mais le 22 février, Forrest lui tombe soudain dessus à Okolona. Et les attaques successives de la cavalerie sudiste forcent les nordistes à se replier sur Memphis. Refusant de s'aventurer plus loin sans sa cavalerie, Sherman retourne alors vers Vicksburg par une autre route, semant à nouveau la destruction sur son passage. Les habitants horrifiés découvrent la guerre totale telle que conçue par Sherman et d'autres généraux fédéraux afin de détruire la base logistique des armées sudistes. Les pertes causées par la campagne de Meridian de Sherman et l'attaque de George Thomas contre l'armée confédérée à Dalton fin février empêchent les sudistes de faire passer des troupes d'un théâtre à l'autre. Ce qui permet à Sherman de réduire les garnisons fédérales du Mississippi et d'employer ses soldats ailleurs. Celui-ci se précipite alors à la Nouvelle-Orléans pour envisager avec Banks un nouvel assaut à travers le centre de la Louisiane et l'est du Texas. Les canonnières peuvent à présent accompagner les troupes le long de la Red River gonflée par les pluies du printemps. Et la campagne glorieuse qui s'annonce est de celle que le général du Massachusetts apprécie tout particulièrement. Elle permettra l'élargissement de la base politique en Louisiane, une incursion au Texas par la route préférée de Halleck et la saisie de stocks de coton. Sherman accepte de prêter 10 000 hommes à Banks et part pour Nashville. Mais en chemin, son bateau est interpellé par un autre et il reçoit un télégramme stupéfiant de Grant. Le 9 mars 1864, ayant été rappelé sans délai à Washington, Ulysses Grant a été promu au grade de lieutenant-général avec le titre de général en chef. Ce grade, que George Washington avait été le dernier à détenir, a été tiré de l'oubli par le Congrès tout spécialement pour lui. Lincoln est convaincu que Grant utilisera son grade et sa position pour terminer la guerre plutôt que pour servir d'éventuelles ambitions politiques. La suite lui donnera raison. Halleck va rester à Washington avec le grade inférieur de chef d'état-major, où il continue de faire œuvre utile pendant que Grant, refusant de commander ses troupes depuis Washington, retourne sur le terrain avec un plan de bataille qui sera approuvé par Lincoln. Sa proposition est simple et directe, une attaque coordonnée de toutes les armées de l'Union
à présent toutes sous ses ordres. Sherman, promu par Grant commandant de la division militaire du Mississippi, sera chargé de poursuivre l'armée du Tennessee de Joseph Johnston. Grant accompagnera l'armée du Potomac en Virginie et fera campagne contre Lee. Meade offre sa démission, au cas où Grant désirerait installer un homme à lui au commandement des forces de l'Ouest, mais Grant refuse. Cet incident me donna une impression de Meade plus favorable encore que sa grande victoire à Gettysburg au mois de juillet précédent. C'est de la part d'hommes qui attendent d'être choisis et qui ne le recherchent pas que l'on peut espérer les meilleurs services. Et bien qu'il fasse également entrer en jeu Sheridan à la tête de la cavalerie et que sa propre présence dans l'armée réduise considérablement le rôle de Meade, les deux généraux conserveront leurs relations cordiales jusqu'à la fin de la guerre. Grant donne alors à Meade un ordre caractéristique de la stratégie qui sera celle de cette campagne. Où que Lee aille, vous irez aussi. La nouvelle position de Grant ne lui permet cependant pas de remplacer les 3 généraux politiques influents commandant 3 armées nordistes essentielles. Outre Banks, il y a Franz Sigel, dont la popularité auprès des populations germaniques lui a valu le commandement de la Virginie occidentale, et Benjamin Butler, dont les actions critiquées en Nouvelle-Orléans en tant que commandant de l'armée du Golfe a entraîné son remplacement par Banks. Butler dirige à présent une zone incluant l'est de la Caroline du Nord et Tidewater en Virginie. Grant décide de confier à ses généraux, en qui il n'a guère confiance, des missions auxiliaires. S'ils réussissent, ce sera en éloignant les renforts et les troupes ennemies de son action menée avec Sherman contre le gros des troupes confédérées. Lorsque Banks a achevé sa campagne de la Red River, Grant le charge d'avancer vers l'est sur Mobile dans l'espoir d'affaiblir encore les forces dispersées de Johnston. Entre-temps, Butler et sa nouvelle armée de la James remonteront la péninsule comme autrefois McClellan, mais cette fois en menaçant directement Richmond afin de mobiliser l'attention de Lee. Enfin, Sigel, lui, avancera vers le sud-ouest à travers la vallée de la Shenandoah, détruisant le grenier confédéré tout en menaçant le flanc de Lee. Le plan était bon, et mise en œuvre par des généraux compétents, chacune de ces offensives aurait pu réussir, mais ce ne sera pas le cas. Banks, parti en premier, est aussi le premier à échouer. Le 14 mars, Smith, qui commandait les 10 000 hommes de Sherman lors de la campagne de la Red River, prend le fort de Russie, près du confluent de la Red River et du Mississippi. De là, Smith et les canonnières de l'amiral David Porter remontent le fleuve vers Alexandria, où ils sont rejoints par les colonnes de Banks. Ensemble, ces forces remontent la Red River, saisissant du coton de contrebande qu'ils chargent sur les canonnières et rassemblant des signatures pour établir un nouveau gouvernement. Ils sont trop occupés pour repérer l'œil acéré du général sudiste Richard Taylor, observer chacun de leurs gestes. Celui-ci attend l'occasion d'écraser les forces fédérales avant qu'elles n'atteignent le quartier général de Shreveport. Le commandant du secteur, Edmund Kirby Smith, a fourni à Taylor des renforts venus d'Arkansas afin d'améliorer ses chances contre l'expédition fédérale bien équipée. C'est alors que dans la première semaine d'avril, Banks commet une erreur. Sa colonne s'écarte vers l'intérieur des terres, s'éloignant des canonnières. Le 8 avril, Taylor attaque les Yankees près du village de Mansfield. Des deux côtés, les pertes sont lourdes. Taylor repousse les fédéraux sur les hauteurs de Pleasant Hill, où Banks est en mesure de redéployer ses forces. Taylor frappe à nouveau dans la soirée du lendemain. Et bien que cette fois les nordistes remportent une victoire tactique, Banks se replie vers la rivière. Taylor talonne les fédéraux qui se replient. Mais Kirby Smith commet l'erreur de réduire les effectifs de Taylor afin de parer à une avance du général Frederick Steele au sud-ouest de Little Rock, alors que cet assaut a déjà tourné court à la suite d'un affrontement avec la cavalerie de Sterling Price. Steele repousse les forces de Kirby Smith, et les forces affaiblies de Taylor ne parviennent pas à porter un coup décisif à Banks. Mais les fédéraux vont rencontrer un autre problème fin avril, quand le niveau de la rivière se met à baisser et que les canonnières de Porter menacent de s'échouer.
Un colonel du Wisconsin fait alors construire par ses hommes un impressionnant barrage de 220 mètres afin de maintenir le niveau de l'eau près d'Alexandria et de permettre le passage des canonnières. Mais une grande partie du coton confisqué doit être jeté par-dessus bord afin d'alléger les bateaux. Les fédéraux sont de retour au Mississippi le 20 mai, avec peu de butin comparé à leurs épreuves. L'armée de Smith reçoit l'ordre de se préparer à faire route vers la Géorgie. Et en retardant son avance sur Mobile, Banks a permis au renfort de la côte de rejoindre Johnston. La dernière campagne de Banks se solde ainsi par un échec.